Vous avez peut-être vu passer cette vidéo sur Instagram, une vidéo hommage à la France où on voit la France dans les années 70-80, donc à son apogée, un moment où la France était la 4e puissance mondiale. C'était une époque formidable, on était à l'apogée technologiquement dans tous les grands domaines de ce temps, avec le Concorde, le premier avion supersonique, le TGV, le train le plus rapide du monde, la carte bleue, le Minitel, enfin une France qui innovait, qui avançait, qui dégageait cette fierté. Forcément, voir cette vidéo, ça me fait plaisir, mais moi, ça me fait surtout un pincement au cœur, parce qu'en 2026, donc la France d'aujourd'hui, c'est plus cette France-là. Et la question, c'est qu'est-ce qui a merdé? Alors, on pourrait parler de fiscalité, de politique, de loi. Moi, je vais vous parler de deux éléments qui sont pas mis en avant, mais qui tuent le pays silencieusement. C'est le fait que certaines personnes ne travaillent plus et le manque de courage. Commençons par mon premier point. Un des problèmes de la France, c'est que certaines personnes ne travaillent plus. Et là, je vais vous parler d'un cas à l'étranger, parce que je veux que personne m'embête, vu que ce sont des histoires politiques. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous trouverez facilement des histoires très similaires en France. Et le cas dont je vais parler, c'est l'histoire de ce cabinet Deloitte, français, Cocorico, qui a fourni un rapport truffé d'erreurs avec de l'IA, payé 250 000 euros par le gouvernement australien en 2025. Cette info, elle est passée partout. Mais personne, vraiment personne n'a mis en avant l'information essentielle. L'information essentielle, ce n'est pas que Deloitte utilise l'IA. Avant, ils utilisaient stagiaires, maintenant ils utilisent l'IA, ça revient au même. L'information essentielle, c'est que personne n'a lu le rapport. Le problème vient du sous-entendu de tous ces articles. Parce que ce qu'on s'imagine, c'est que c'est le ministère australien qui a découvert le rapport de Deloitte, l'a lu, et a été scandalisé de découvrir avec effroi qu'on s'est moqué de lui. Eh bien non. Non, le rapport, il a été publié sur le site du ministère en juillet. Celui qui a découvert ça, c'est un chercheur de l'université de Sydney, Chris Rudge. C'est lui qui a déclaré que le rapport était plein de références fabriquées et qui a alerté le ministère. Donc on a deux parties. Un ministère qui déjà n'est pas capable de fournir une évaluation tout seul. Pour un ministère du Travail, c'est quand même inquiétant que personne ne soit capable de faire un rapport sur le marché de l'emploi. Un cabinet de conseil Deloitte qui n'a pas pris la peine de bien rédiger et vérifier le rapport, pour 250 000 euros, c'est fort de café. C'est pas une prestation de gamme, mais enfin c'est pas non plus une prestation d'entrée de gamme à 20 000 euros. Mais le pire, c'est vraiment le ministère. Pour 250 000 euros, on pourrait se dire qu'il pourrait y en avoir un dans l'eau qui fasse un petit effort de lire le document. Mais non, pas du tout. Le seul qui a lu le rapport, c'est quelqu'un qui n'est pas payé pour le faire pendant ses vacances, qui passait sur le site comme ça, et qui s'est rendu compte qu'il dit putain les gars, vous êtes fait avoir quoi. Et cette affaire pour moi elle est symptomatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans 50 personnes autour de la table, des commerciaux, des directeurs, plein de fonctionnaires, des gens qui brassent quand même beaucoup d'air. Et parmi tous ces gens-là, il n'y en a aucun qui a jugé nécessaire de lire un rapport. Mais s'ils ne peuvent pas lire un rapport de 237 pages, pourquoi ils font pas juste une conclusion? Comme ça va plus vite, on s'emmerde pas. Mais ne demandez pas des choses que de toute façon vous n'allez pas traiter. Faites au plus simple, on leur demande même pas de faire des rapports longs. On leur demande juste de faire leur travail. Mais ils se donnent eux-mêmes du travail qu'ils ne font pas. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est vraiment un cas typique de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne font plus leur travail. Et le pire, c'est que ce genre d'événement, je l'ai moi-même vécu. Alors à une échelle beaucoup plus modeste. Un jour, notamment, je cherchais un appartement car j'avais un nouveau travail dans une autre ville. Problème, j'étais en période d'essai. Normalement, c'est rédhibitoire pour louer. Et mon frère qui connaît un peu le milieu de l'immobilier m'a sorti cette phrase qui m'a marqué. Mais t'inquiète pas, plus personne fait son travail, postule, personne ne vérifiera ton dossier. Et moi, j'y croyais pas, mais vu que j'étais dans une impasse, j'ai quand même postulé, même si ça me semblait inconcevable que les agents immobiliers, dont leur seul boulot c'est juste de vérifier le dossier, le fassent pas. En fait, je me suis dit, mais je vais me faire tout de suite attraper. Donc, j'ai modifié mon attestation employeur et j'ai envoyé mon dossier à des agences et j'imaginais à aucun moment que ça passerait. Le boulot d'une agence, c'est de vérifier ses dossiers de candidats. Et là, quelle fut pas ma surprise, c'est d'être accepté par toutes les agences. Alors quand je dis toutes les agences, c'est 3, c'est déjà 3 de trop.
J'avais envoyé mes fiches de salaire qui étaient, elles, vraies, puisque j'étais toujours embauché, mais personne n'avait pris la peine de vérifier que j'étais toujours dans la boîte. Enfin, que j'allais toujours rester dans la boîte, surtout. Personne n'a téléphoné pour vérifier. Sur les 3 agences, pas une a percuté. Ils ont pris le dossier, ça rentrait dans les clous, ils sont arrêtés là, point barre. Donc j'ai même pu choisir mon appartement, ce qui est quand même assez hallucinant. Et on pourrait se dire que dans l'immobilier, c'est une des... Enfin, c'est pas des lumières, hein, mais c'est leur seul boulot, ils sont payés pour ça. Un agent immobilier, il prend ton dossier, il te fait visiter l'appart, et juste, il vérifie que les pièces soient bonnes. Ben non, il l'a pas fait. Et ce problème de nonchalance, il se retrouve partout aujourd'hui. Les gens s'étonnent qu'il n'y ait plus de service. Mais quand je vois le travail de certaines personnes, beaucoup ne font plus leur cœur de boulot. Le cœur de leur boulot, c'est de vérifier un truc tout simple. Là, dans ce cas-là, ça ne nécessitait pas un effort de folie. Mais non, ils n'ont même pas pris la peine et c'est désespérant. Régler le problème de la France est enfantin. Enfantin? Enfantin, vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Le deuxième problème de la France, c'est le manque de courage. Et là, je suis obligé de donner raison à Charles Gave. Aujourd'hui, plus personne n'a de courage. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, surtout ceux qui sont dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle boîte du CAC 40. Si vous voulez modifier une colonne Excel dans un tableau qui est utilisé pour un reporting, il faut faire appel à un comité, enfin un codir, quoi. C'est triste à dire. Comment voulez-vous avoir de l'innovation si toute initiative n'est pas autorisée, si vous êtes obligé de déplacer ciel et montagne pour modifier une colonne Excel, quoi. Comment voulez-vous créer des choses? Vous voyez le problème? Parce que dans les années 70, pour lancer le nucléaire, le TGV ou le Concorde, il y a des personnes à un moment qui se sont levées, qui se sont dit « on y va ». Ils ne savaient pas comment faire, mais ils y sont allés, ils ont pris le risque de se planter, ils ont travaillé dur, il y avait de l'audace. Aujourd'hui, vous voulez modifier une colonne Excel? Codir. On a une société qui a peur de tout, les gens ont peur de tout, les politiciens ont peur de tout, et dans l'entreprise, c'est la même chose. Et ça a des conséquences. J'avais vu une vidéo d'Asher, le célèbre youtubeur crypto, il y a longtemps. Il voulait utiliser l'énergie en surplus d'EDF, d'électricité, pour miner du Bitcoin. EDF a parfois un trop plein d'électricité, et vu qu'on ne peut pas la stocker, en fait cette électricité est perdue, donc c'est une perte. Donc l'idéal, ce serait de l'utiliser. Et le projet d'EDF, le projet de Asher, c'était de permettre à EDF de rentabiliser cette électricité perdue. Et aujourd'hui, je suis sûr que ce projet n'a pas abouti. Pourquoi? Personne ne sait. Tout le monde est d'accord autour de la table pour se dire que c'est une bonne idée, mais il y a tellement de strates, de hiérarchie, de processus à respecter. Il faut que quelqu'un donne l'aval, qu'il obtienne le budget, l'accord d'un tel, et puis un autre qui comprend pas trop, ça se perd, et d'un coup, on se retrouve avec un projet qui n'a jamais lieu. Et vous vous rendez compte, ils pourraient gagner de l'argent, en fait, il y a rien à perdre. Mais comme personne ne veut prendre de décision, personne ne veut prendre un risque, personne ne tente rien. Le cas le plus parlant de manque de courage, c'est Ubisoft. Aujourd'hui, Ubisoft est en très mauvaise posture, résultats financiers catastrophiques, grève sur grève. On parle même d'une OPA donc qui risquerait de se faire racheter, alors qu'avant Ubisoft, c'était hit sur hit, Prince of Persia, Rayman, Splinter Cell, que des succès commerciaux. À côté de ça, t'as un jeu qui s'appelle Clair Obscur, Expedition 33, créé par le studio Soundfall Interactive, et c'est le 10e jeu le plus vendu sur Steam en 2025. Ce jeu, il a été fait par 33 personnes. Et devinez d'où viennent certaines de ces personnes? De Ubisoft. Le directeur créatif, le créateur du jeu, le créateur des studios, c'était un employé d'Ubisoft. Mais il ne pouvait pas le faire chez Ubisoft. Donc 33 personnes ont réussi à faire mieux qu'une boîte de 18 000 personnes. Ces mecs ridiculisent une boîte de 18 000 personnes. C'est l'illustration parfaite de ce qui se passe dans les grandes boîtes. Pourquoi? Parce que le profil des gens n'est pas le même. Dans une grande boîte comme Ubisoft, tu as peu de personnes audacieuses. Quelqu'un qui rejoint Ubisoft quand ils étaient déjà 1000 personnes, c'est quelqu'un de pragmatique, de cartésien. Il a rejoint un grand groupe stable qui accumule les succès. Il a fait un choix intelligent mais qui n'est pas audacieux. Il a fait le choix de la sécurité. Par définition, les grands groupes sont remplis de personnes qui n'ont pas de courage et d'audace, ou peu. Et forcément, ça se retrouve dans le fonctionnement d'une entité qui n'arrive pas à prendre d'initiative, parce que c'est trop risqué pour eux. À l'inverse, une petite structure dont le profil des gens est souvent plus audacieux, parce que ceux qui sont partis fonder Soundfall Interactive, par exemple,
bah, ils sont forcément soit courageux, soit fous. Imaginez le profil de la personne qui quitte une boîte comme Ubisoft, sans financement, et qui dit nous, on va faire un jeu. Toutes les personnes qui vont rejoindre ce projet sont forcément des personnes soit passionnées, soit des fous, soit des personnes audacieuses, soit des personnes qui n'ont pas le choix. Ça aussi, ça arrive. Car l'issue du projet est très incertaine. La conclusion, c'est que le profil des gens conditionne le fonctionnement de l'entité. Une grande entreprise d'ailleurs comme l'État, aujourd'hui, c'est devenu un mammouth trop lourd, trop sclérosé. On ne peut plus prendre d'initiatives personnelles. On ne peut plus prendre de risques, il y a trop d'hiérarchie, de processus d'approbation qui ne servent à rien, et la finalité des entités trop grosses est souvent la même. Dans le meilleur des cas, l'entité va se réduire en taille dans la douleur, hein, et dans le pire, c'est littéralement l'effondrement qui devient inéluctable. Et Chargrave dit qu'il manque de courage, que les politiques manquent de courage, mais moi je trouve que c'est pas uniquement que les politiques, les individus à leur échelle aussi manquent de courage, vous, moi, tout le monde. Je répète mon exemple en entreprise, hein, que pour modifier une colonne d'un reporting que personne ne regarde, il faut un codir. Je me dis que tout le monde a peur de tout, les gens d'en bas traitent des non-sujets, les gens d'en haut aussi du coup, parce que personne ne veut être responsable. Si vous êtes responsable de vos actes, vous êtes aussi responsable de vos échecs, et personne ne veut ça. Du coup, l'échec est dilué, mais la réussite aussi. Alors voilà, la France des années 70, c'était une France de courage et de gens qui travaillaient. Hein. Aujourd'hui, on a une France qui est une société de nonchalants et de trouillards. Hein. Et si vous devez donner votre attention, votre pouvoir, votre argent ou même votre vote, donnez-le à des gens courageux. Valorisez au maximum des personnes courageuses. Parce que si vous voulez retrouver une société comme avant, il faut aussi retrouver des gens comme avant. Une société qui avance, c'est forcément une société courageuse. C'est facile de piloter une société quand tout va bien, mais c'est un pays, c'est comme la vie, il y a plus d'emmerdes que de moments faciles, et c'est justement dans ces emmerdes qu'il faut des gens courageux. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Si vous avez des questions ou que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ciao!